Bon, Oui. Je vais monter mon siège un peu. Putain, je suis naze. ça monte vite. Allez, ça rentre. Ça applaudit déjà, on n'a pas parlé. C'est gentil, Ça il nous s'appelle une accueille. éjaculation précoce. Non, non, ça s'appelle de la gentillesse. Ben oui. Non, c'est quand il te voit, c'est tout. Allez, on fait rentrer. 600, ça monte. Salut à toutes et tous, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui n'ont jamais été à ces Zooms nationaux du Ah, mais mercredi soir. C'est le sixième ou le septième? Sixième, non? Je dirais, moi. je sais pas, sixième, oui. Sixième. Et ceux qui sont déjà venus, salut à tous. Comme ceux qui sont déjà venus le savent, on va se donner 5 minutes, le temps d'ouvrir grand les portes, de faire rentrer tout le monde. On est 2500 et quelques inscrits, je crois, ce soir. Donc, on va faire rentrer. Il est 20h03, à 20h05, 20h06, on commence dans 2-3 minutes. Ça passera vite. Sont présents ce soir, alors vous les voyez en haut de l'écran, nos panélistes qui sont chargés de répondre à vos questions, puisque le format, c'est du webinaire. Vous comprenez bien que quand on a 2000 inscrits, 2500 inscrits, 3000 inscrits à un Zoom, on ne peut pas faire de vidéo, c'est-à-dire on ne peut pas échanger avec vous par vidéo, des problèmes de flux et puis des problèmes de temps d'antenne en quelque sorte. On ne pourrait pas répondre à tout le monde loin de là. Donc on fait ça sous forme de questions écrites et les gens qui sont en haut, les panélistes, répondent pendant l'heure du Zoom. À chaque fois, on répond à 500, 600, 700 questions. Tout ce que vous avez envie de demander, vous obtenez réponse et les réponses les plus fréquentes voient les intervenants leur répondre directement. Les intervenants ce soir, puisque j'en parle, mais comme d'habitude, Didier Leger, qui est ici présent, qui parlera à la fois du parcours législatif. Alors, le texte a fini son parcours législatif, mais il reste derrière les décrets, etc., la lettre de cadrage conventionnel. Enfin, bref, il va nous parler de ça, puis il va nous parler du texte, de ce qui reste dans ce texte. Il l'a lu, il l'a étudié. C'est un grand spécialiste de l'étude des PLFSS. C'est le 20e, je crois, qu'il étudie ou voire plus même, ou 30e, ouais, voilà, ouais. Et puis Philippe Cuc qui mène le mouvement historique d'exode des chirurgiens à Bruxelles et qui nous parlera aussi de ça. Évidemment, moi-même, j'interviendrai, on vous parlera de ce qui s'est passé ce matin, l'intersyndicale, ce qui a été décidé à l'intersyndicale, tous étaient présents, mais j'y reviendrai. Donc, une soirée un peu chargée. Et puis, évidemment, on vous parlera de l'action, les modalités d'action, la durée de l'action, la mobilisation nationale à Paris, la manifestation du 10, et puis le départ des chirurgiens le 11. Enfin, tout ça, on va parler de tout ça ce soir. Il est 20h05. Dans 2 minutes, on commence. Euh, Ça rentre encore dans les Ça rentre. inscriptions, hein. Mais oui, ben, il faut que ça rentre. Hein, ça rentre encore dans? Les inscriptions. Ah, ben, c'est bien. Il le faut. Il y a aussi Henri qui est là, Henri Et Guérini, qui Henri pourra Guérini, peut-être bien la sûr. parole. Ouais. Henri Guérini, qui est notre président du FML X-Ray, les radiologues, et qui parlera non seulement au nom des radiologues, mais au nom de tous, puisqu'il a subi de plein fouet les baisses tarifaires concernant les radiologues qui pourraient nous concerner demain, à tous. 8h06, dans 1 minute. Il y a 2633 inscrits. 2633 inscrits, mais il faudrait qu'il y ait 2633 participants. Nous sommes pour l'instant 912, 913, 914, ça monte. Ben, déjà, pour commencer, en propos liminaire, un petits points sur ces Zooms du mercredi soir. Ces Zooms du mercredi soir, ils ont un poids extrêmement important sur le plan de la communication. D'abord, ils sont connus par la profession maintenant, qui en ont fait un rendez-vous régulier.
Ça diffuse, il y a une porosité importante au sein de la profession, ça diffuse beaucoup, beaucoup de personnes en parlent. Ils servent aussi à obtenir l'application mobilisation, ce que nous avons tous derrière nous, là, les panélistes. Cette application Yuma, elle vous permet de vous coordonner, elle vous permet de vous unifier, elle vous permet d'avoir accès à tous les documents relatifs au PLFSS, elle vous permet d'être au courant autant le temps sur les actions qui se font. Elle sera très utile le jour de la manif à Paris parce qu'on pourra communiquer avec vous à travers de cette application. Donc téléchargez-la tous. C'est important. Le but, c'est de créer le plus grand réseau interconnecté de médecins du monde. Donc, on veut vraiment que cela serve à la fois, évidemment, pour le mouvement historique dans lequel nous sommes, et puis que ça serve plus tard, parce qu'il ne manquera pas, évidemment, d'y avoir d'autres luttes, et puis même sur le plan informationnel et professionnel, c'est important qu'on puisse se coordonner de façon transversale et horizontale entre médecins, c'est-à-dire qu'on sort de la logique habituelle qui est une logique verticale pour entrer dans une logique horizontale. Donc, c'est pour ça qu'il faut impérativement que, quel que soit votre secteur d'activité, quelle que soit votre profession, quel que soit votre exercice de médecin, vous téléchargez cette application pour que, autant le temps, on soit coordonné et on soit unis et qu'on reste unis. Bon, écoute, on va commencer. Hein. On est 1000, tiens, c'est un cas. Un cas, c'est bien pour commencer un cas. On est tous des cas. Voilà, donc, écoutez, hier soir, à 17h ou 18h, le PLFSS a donc été voté à l'Assemblée nationale. 247 voix contre 232, 15 voix d'écart, majorité absolue à 241 de mémoire. Tu me coupes si je me trompe, Didier, mais je crois que c'est ça. Donc le texte n'est plus, on ne peut plus l'appeler projet de loi de finances de la Sécurité sociale, il faut l'appeler loi de finances de la Sécurité sociale 2026. Il y a quelques changements qui sont des changements de forme, puisque pour nous embrouiller un peu, ils ont changé le numéro des, des Les articles. articles, mais ils restent toujours tout aussi toxiques. Donc d'entrée, écoutez, je passe la parole à Didier Leger pour qu'il nous parle à la fois de la forme et du fond, c'est-à-dire du parcours législatif, et puis du fond du texte, qui est quand même la base même de notre engagement et de ce mouvement historique sur lequel je vais revenir, qu'on va organiser et qui va faire que, je ne doute pas, que l'on ait un impact extrêmement fort sur le gouvernement. À toi, Didier. Jérôme, merci beaucoup et puis merci aux panélistes qui vont répondre à toutes les questions et vous guider. Ça fait un mois et demi qu'on est en mouvement, un mois et demi qu'on prépare, qu'on suit le PLFSS, un mois et demi qu'on se demande tous à quel moment il faut frapper, à quel moment il faut taper, et un mois et demi que grâce en particulier au départ du mouvement voulu par Philippe Luc et le Bloc, rejoint ensuite par toute l'organisation, le mouvement des radiologues, le mouvement des internes une journée, et le mouvement de Jérôme du 06, qu'on a donné des coups de boutoir dans un PLFSS qui, depuis que les PLFSS ont été créés par les ordonnances Juppé de 95, n'a jamais été aussi violent et aussi antilibéral. Je pense que tout à l'heure, Henri vous dira un mot sur ce qui s'est passé dans le PLFSS l'an dernier, mais on voit monter dans les PLFSS des mesures prises par des hommes politiques complètement immatures et parfois stupides, qui ont la haine des professions médicales libérales et qui cherchent à tout prix à faire des économies d'un côté et des dépenses de l'autre, puisque l'objectif du projet de loi de finances de la Sécurité sociale qui est voté chaque année en octobre-novembre, c'est de prévoir les dépenses de l'année suivante. Donc on votait là dans le PLFSS en 2025, on vote les dépenses de 2026. C'est la première fois qu'on a un PLFSS qui rentre avec un déficit prévu de 17 milliards et qui sort avec un déficit prévu de 26 milliards, puisqu'ils ont annulé une partie de la réforme des retraites. Et c'était l'objectif principal, en particulier du Parti socialiste. Côté médecin, vous l'avez vu, on vous a tenu au courant, parce que beaucoup d'entre vous qui sont là ce soir ont déjà tout suivi. Je le répète juste pour la forme, il y avait des articles contre les médecins de secteur 1, en particulier sur leurs avantages fiscaux. C'était l'article 12 qui a sauté. Et puis il y avait des atteintes, le 24 et le 26, sur des revenus soi-disant excessifs. Et en fait, de revoir apparaître ce qu'on a connu par le passé, qu'on appelait les lettres clés flottantes, où en cours d'année, on pouvait décider de baisser brusquement les tarifs des spécialités ou de la médecine générale si on considérait que leur niveau de rendement et leur BNC étaient excessifs. Cet article-là a sauté. Et puis, il y avait un article qui prévoyait
d'augmenter les charges sociales des médecins de secteur 2 avec pour l'instant 3,5% de charges de plus, mais évoquées par les députés pour monter à 35%. Grâce à nos actions, ces articles 24 et 26 ont sauté et puis on espérait, puisqu'on a réagi encore, et Philippe Cluc vous dira un mot tout à l'heure, on espérait encore la semaine dernière quand on a eu certains députés pouvoir encore améliorer le texte. En fait, je vous invite à voir les débats de l'Assemblée nationale où on est tombé sur enfin, c'est édifiant de voir le niveau d'incurie de nos députés et la stupidité de leurs débats. L'objectif principal, c'était de la réforme des retraites. Le reste, ça ne les intéresse pas. Et donc, il reste dans le texte des choses qui sont très graves dans la mesure où ça détruit l'intérêt de la Convention nationale. La Convention nationale qui, depuis la création de la Sécu en 1947, organise notre tarification, nos activités, entre d'un côté les syndicats des cotisants, qui sont les syndicats ouvriers, de l'autre côté les syndicats des médecins, et où depuis les ordonnances de Madame Bachelot, la loi HPST, on a maintenant les complémentaires santé qui siègent aux négociations conventionnelles. Alors qu'est-ce qui reste dans ce texte? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'intersyndicale des médecins, l'UFML, le Bloc, etc., on est tous encore en colère? Il reste des articles qui démontrent que le gouvernement et la Direction générale de l'offre de soins veulent prendre la main sur la convention. C'est-à-dire qu'ils veulent décider, et c'est là, en tant que chirurgien urologue, président du syndicat d'urologues, quand je vois l'article 19 qui a changé de chiffre, mais c'est pas grave, qui prévoit la prise en charge de toute la prévention de la LD au tarif opposable, quand je vois l'article 21 ter qui prévoit que la prise en charge de la ménopause et une consultation longue sera au tarif opposable, je vois que la convention, enfin que la loi décide une partie de mes activités au tarif opposable. Et ils ont évoqué lors de la discussion de cet article qu'il fallait généraliser le tarif opposable pour toute la prise en charge de toutes les maladies ALD. Ce qui veut dire que pour les cardiologues, les chirurgiens qui font de la cancéro, c'est la mort annoncée de nos spécialités si demain on nous met un tarif opposable pour les maladies en ALD. Je vous rappelais juste, souvent je donne un chiffre, quand on enlève un cancer du rein, on est payé 500 euros, mais quand on l'opère au bloc opératoire, ça nous prend 4 heures, plus le robot, ça nous coûte 1100 euros, on perd 500 euros pour une chirurgie de cancer du rein, on sauve la vie du malade. Et puis un article contre les PH, secteur libéral statutaire, où on propose dorénavant de leur facturer la mise à disposition des infirmières des aides opératoires, ce qui veut dire qu'on veut tuer le secteur privé des hospitaliers. Et si on tue le secteur privé des hospitaliers, on perd toute notre élite hospitalière et on met à genoux le système hospitalier, qui est donc là aussi très grave. Ils maintiennent l'article 31, qui est une amende inacceptable, où nous allons tous payer les uns et les autres de 2 500 à 10 000 euros, donc je vous annonce chacun 10 000 euros, si nous n'avons pas consulté systématiquement tout le dossier médical partagé, et en particulier si les médecins généralistes et les médecins traitants n'ont pas rédigé une fois par an le bilan du DMP de chaque patient. C'est-à-dire que dans l'engagement du DMP, normalement, les médecins traitants doivent faire chaque année une synthèse de 2 pages pour dire toutes les nouveautés qu'il y a eu dans le DMP, et cette synthèse doit être accessible à tout le monde. Quant aux spécialistes, ils doivent charger dans le DMP toutes les ordonnances, toutes les consultations, tous les courriers de consultation, et s'ils ne le font pas, ils ont une amende de 2 500 euros pour un dossier, maximum 10 000 euros par an. Pour l'établissement de santé, c'est pareil. C'est un dossier 25 000 euros et ça va jusqu'à 100 000 euros. Ça veut dire qu'on vient de décider d'une taxe de nos activités libérales et établissements de santé qui représente plus d'1,5 milliard, ce qui est inacceptable. Et puis il reste d'autres articles qui nous heurtent, en particulier en médecine générale, mais je suis moins compétent pour vous éclairer. Le fait que on met en gros les arrêts de travail sous contrôle au-delà de 28 jours et puis on décide de ne plus donner les honoraires des internes stagiaires en médecine générale au terrain de stage et donc aux médecins généralistes qui les accueillent. Voilà, donc toutes ces décisions, je pense que vous les commenterez, on répondra, mais toutes ces décisions fait qu'aujourd'hui, clairement, il y a une colère qui continue à s'exprimer et qui fait que nous avons envie de montrer au pays qu'il ne peut pas continuer à vouloir nous asservir et il ne peut pas accepter que ce soit le PLFSS qui prenne la main sur les négociations conventionnelles. Voilà, donc on va continuer. Philippe vous dira un peu quelles sont nos actions. Après, tu m'as posé une question, c'est quel devenir? Eh bien, le devenir, c'est incertain, puisque la loi de finances de la sécurité sociale est votée. Maintenant, ils vont voter la loi de finances de l'État français et donc des dépenses globales de l'État, qui sera probablement acceptée. Si elle n'est pas acceptée, la loi de finances de la Sécu continuera toute seule. Et si nous, on veut obtenir la suppression
ou en tout cas un engagement de la ministre, Madame Risse, que ces mesures anti-libérales soient détruites, ou en tout cas n'apparaissent pas dans la Convention. Il faudra attendre la fin de la négociation conventionnelle qui devrait commencer début janvier. Et puis, il faut penser que dans cette négociation conventionnelle, et vous l'avez vu au débat de l'Assemblée nationale, il y a 2 députés qui ont rédigé le rapport sur le secteur 2, qui ont demandé à la ministre, et soutenu par un grand nombre de députés, que nos jeunes médecins ne puissent plus s'installer en secteur 2, peut-être à l'Optam, et que ceux qui sont à l'Optam n'aient plus le droit de sortir de l'Optam. Donc ça, on le verra aux négociations conventionnelles qui devraient attaquer probablement en début d'année, et il y aura une lettre de cadrage de Madame Rist. Voilà pourquoi je pense qu'il faut rester mobilisé, pourquoi nous sommes toujours en colère et pourquoi ce pays ne nous respecte pas et les députés nous insultent à court de débat d'une façon vraiment inacceptable pour des gens qui, comme nous, au quotidien, nous engageons pour prendre en charge la souffrance des autres et de faire du beau boulot. Voilà, j'espère que j'ai pas été très long, Merci, Jérôme, mais merci j'étais trop Didier. long. Non, non, Merci, non, c'est Arius. toujours très clair, mais tu réinterviendras très probablement dans le cours du Zoom. Philippe ou Henri, peut-être? Je réinterviendrai derrière. Comme vous voulez. Vas-y, Philippe, pour nous dire justement. Alors, Philippe Cuc, donc, qui est à la base donc, de tout ce bordel, puisque c'est lui qui, au départ, a monté le mouvement d'exil des chirurgiens, et sur lequel nous sommes greffés. Nous avons annoncé le 5-15. Ce 5-15, tous les syndicats aujourd'hui l'ont repris. Donc, on est vraiment sur une ligne. Je vous parlerai de l'intersyndicale qui a eu lieu ce matin, mais Philippe, d'ores et déjà, parle-nous du mouvement des chirurgiens, à la fois dans sa temporalité et puis dans son importance et dans les contacts que tu as répétés tous les soirs avec les CME. Merci Jérôme, bonsoir à tous. Moi j'ai été frappé en écoutant hier, j'ai écouté un peu les débats parlementaires. Didier l'a dit par trois choses. Premièrement, le discours de la ministre qui n'a pas évoqué à un seul moment à la fois les cliniques où nous travaillons et les médecins libéraux. Pas une fois. Son discours était assez long. Elle a parlé de l'hôpital public, mais jamais de nous. Ça c'est quand même très significatif. La deuxième chose, on a mis les vidéos sur les sites, c'est les deux députés, Monet et Philippe Vigier, qui nous ont insultés à la tribune de l'Assemblée nationale, en particulier sur le problème du secteur 2. Donc, on voit bien que l'idéologie continue et va continuer, et c'est tout le sujet. On a évité le pire aujourd'hui dans le PLFSS, même s'il y a des articles qui contourne en fait ça et qui nous imposera de façon, Didier l'a dit, de façon importante, des activités à tarif opposable, c'est-à-dire qu'en chirurgie, ben, on ne pourra plus les faire. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se mobiliser. Mais il y a ensuite la deuxième partie, c'est-à-dire qu'on voit bien que derrière ce PLFSS, il y a une volonté, alors soit par la lettre de cadrage et les négociations conventionnelles, soit par peut-être la loi Garot, la loi Mouillet, qui seront en cours. Et donc il faut vraiment être très 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 déterminé aujourd'hui. Devant un adversaire qui veut vous abattre, il n'y a pas de négociation possible. Il faut se battre parce que sinon, ils vont nous passer dessus. Et c'est ce que je retiendrai moi aujourd'hui de la fin de ce débat, de la fin du vote à l'Assemblée nationale et des débats, parce que cet esprit de la loi que nous avons déclaré depuis le début démontre bien la volonté des pouvoirs publics et de l'assurance maladie et des politiques de contraindre la médecine libérale, quels que soient les secteurs. Alors, je vous parle un peu de notre opération qu'on a montée depuis le mois d'août, sentant bien que tout ça allait se terminer très mal. L'opération Bruxelles est aujourd'hui avec 2200 praticiens inscrits, chirurgiens, anesthésistes, beaucoup d'anesthésistes et gynéco-obstétriciens. Le mouvement débute. Nous, on n'a pas changé nos dates hein, depuis le mois d'août. On est comme ça. On a bien dit que avec nos problématiques d'hospitalisation des patients, de garantie de la continuité des soins, nous avons commencé donc, nous commencerons le mouvement le 5 par la déprogrammation des malades les plus compliqués, les plus lourds, pour que le vendredi 9 dans les établissements,
nous n'ayons plus de patients hospitalisés. Je le rappelle, si vous avez des patients hospitalisés, nous devons, c'est médico-légal, la continuité des soins. Et à partir du 9, on s'en va. On s'en va pour se retrouver à Paris tous ensemble parce qu'il y a une grande manifestation de la médecine libérale, tout confondu le samedi après-midi 10. Et nous partons dimanche 11 de l'avenue Foch, place Dauphine, dimanche 11 en fin de matinée, pour revenir le mercredi 14 en fin de journée. Voilà le programme pour nous, et ça sera le moment pour nous de faire des 10 propositions que nous ramènerons de Bruxelles. Ces 10 propositions s'imposera et s'opposera au rapport Monet-Rousset, où il y a 10 propositions, et nous, on fera 10 contre-propositions pour justement dire que il ne faut pas nous marcher dessus, mais on est capable aussi de proposer des solutions aujourd'hui dans notre système de santé. Voilà, voilà la situation. On s'inscrit encore, aujourd'hui encore plus de 30 inscriptions. On s'inscrit encore jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'au 22. Il y a une plateforme, vous avez toutes les coordonnées, etc. Il faut peser, c'est un mouvement qui est organisé, massif, visible et encadré par les autres mouvements. Et c'est très important que tout le monde participe. Merci à tous. Merci à toi, Philippe. Henri Guérini, avant que je revienne sur l'intersyndicale, parce que là, il y a deux gros morceaux, l'intersyndicale et puis différentes choses que j'ai à vous dire. Henri, sur la problématique de l'hyperpuissance du directeur de l'assurance maladie qui lui sont données par la loi et les baisses autoritaires de tarifs. Merci j'espère que tu m'entends, Oui, très bien. de me donner la parole. Je suis malheureusement, je suis radiologue et j'ai eu à subir ce qui est maintenant devenu l'article 26 ter et carter du LFSS 2026, qui était déjà présent dans le FSS 2025 pour l'imagerie médicale. C'était exactement le même texte, c'est-à-dire qu'on donnait au bout de 6 mois de négociations avec le directeur de la CNAM, tout pouvoir au directeur pour décider de la baisse des tarifs. Donc ça, c'était en 2025, c'était l'imagerie médicale. Et l'imagerie médicale, il y avait les radiologues, évidemment. Nous, ça fait longtemps qu'on est ciblé de manière isolée, mais il y avait aussi toutes les autres professions qui font de l'imagerie. Et au bout de 6 mois de blabla sur c'est très bien la pertinence, on va vous écouter, pas vous écouter, je vous montre et je vais vous lire d'ailleurs ce qu'a dit Thomas Fatome. Alors donc ça vous le voyez pas, mais c'est la lettre de l'assurance maladie à tous les présidents de syndicats. Donc il dit voilà, c'est bien, ça on a négocié et à la fin, mon souhait était d'arriver à un accord conventionnel avec la profession et c'est avec regret que j'ai pris acte de votre refus de signer ce protocole. Comme vous le savez, et comme nous l'avions évoqué au cours de la négociation, les dispositions législatives prévoient dès lors que le directeur de l'UNCAM puisse procéder à des baisses de tarifs afin de respecter le cadre financier issu de la loi de financement de la sécurité sociale. Vous comprenez que c'est la même chose maintenant. J'ai donc signé une décision de baisse tarifaire permettant l'atteinte du montant d'économie attendu que vous trouverez en pièce jointe de ce document. Donc ça, c'était l'année dernière pour l'imagerie médicale. L'article dans le 2025, c'était pour l'imagerie médicale. Le 26 ter et carter, c'est toute la CCRM. Toute la CCRM. D'ailleurs, tous les actes techniques. Et comme vous le savez, dans un an, un peu plus d'un an, 2027, la CCM va être revue entièrement. Et dans la nouvelle convention, il y a donc inscrit la possibilité, c'était pas le cas avant, avant les actes qui étaient perdants ne bougeaient pas, seuls les actes gagnants pouvaient être valorisés. Dans la nouvelle convention, les actes peuvent être revus à la baisse et proposés aux syndicats, sauf que maintenant ils sont plus proposés aux syndicats, enfin si, pendant 6 mois et à la fin, c'est le directeur qui décide. Donc vous avez compris, il n'y a plus de négociation de la CCAM, il n'y a plus de négociation des actes médicaux, et en plus il peut les baisser quand il veut. Donc il n'y a plus de convention, plus aucune négociation, plus rien de possible. Si on ne fait pas grève pour ça, si on ne s'arrête pas de travailler pour ça, si on ne lutte pas pour ça, on ne lutte pour rien. Aucun syndicat
qui négocierait une branche conventionnelle, par exemple la CGT, n'accepterait même le quart de ce texte. Donc, il est bien évident qu'il faut vraiment, vraiment suivre ce mouvement. C'est pour moi l'article le plus dangereux de ce LFSS et tous les autres, bien sûr, sont très dangereux, mais celui-ci, c'est vraiment le pire. Donc voilà, Jérôme, est-ce que je fais un petit point sur les radiologues? Il y a beaucoup de questions chez les radiologues euh, sur l'arrêt de l'activité des Vas-y, radiologues. vas-y, vas-y. On a beaucoup discuté avec les radiologues et on a les mêmes problématiques que les chirurgiens avec les plateaux techniques lourds. C'est extrêmement compliqué d'arrêter un cabinet de radiologie. C'est des centaines de millions de milliers d'euros qui sont en jeu et le fonctionnement d'entreprises comme les cliniques, comme les blocs. Donc on a décidé de suivre les chirurgiens et d'avoir le calendrier des plateaux techniques lourds. Donc ce que je demande aux radiologues, c'est la même chose que ce que demandent les chirurgiens, c'est-à-dire décroissance de l'activité du 5 au 9 au soir, c'est-à-dire le vendredi soir, et à partir du 9, la même chose que les chirurgiens, c'est-à-dire fermeture totale des cabinets de radiologie et des cliniques totales pour que il y ait un risque sanitaire qui soit énorme et que les autorités cèdent une fois pour toutes s'ils n'ont pas cédé lors de la première semaine. Voilà, le message sera publié demain pour tous les radiologues, mais c'est l'attitude qu'on a adoptée pour coller au plateau technique lourd. Merci. Parfait. Henri, un grand merci. Juste une remarque que tu n'as pas dit, c'est que dans le PLFSS 2025, ils ont, ils ont imposé des réductions tarifaires en 2026, en 2027. C'est-à-dire que la décision prise dans le PLFSS 2025, elle va avoir un impact pour tous ceux qui font de l'imagerie et de la biologie pendant encore 2 ans. Et c'est-à-dire que c'est à ce point-là qu'ils sont tordus. C'est-à-dire que ça décapite toute négociation conventionnelle pour l'imagerie jusqu'en de fin 2027, jusqu'en 2028. Et Philippe pourra peut-être discuter tout à l'heure sur la nouvelle cotation de la CCM. Il n'y aura pas d'argent pour la CCM. Il n'y aura pas d'argent. Donc, on nous fait miroiter une nouvelle organisation, la hiérarchisation des actes. Il n'y aura rien. Il n'y aura pas un centime pour la chirurgie. Et je rappelle à tous ceux qui sont chirurgiens de près ou de loin que notre consultation, elle est à 22 euros pour les médecins de secteur 2 depuis 1992. Et ça fait depuis 1992 qu'on attendait des revalorisations qui sont jamais arrivées. Et on nous a menti sur la capacité. Quant à l'Optam, et après je vais m'arrêter là, quant à l'Optam, on nous a dit qu'on nous revalorise les actes, on revalorise les actes, on nous signe un cas à 30%, et le cas à 30%, il est jamais tombé. Donc on nous a à nouveau menti et pas respecté. D'accord avec toi, Didier, et je rebondis sur ça, parce qu'effectivement, il a étalé ça sur plusieurs années, parce que c'était 300 millions d'un coup, c'était monstrueux, mais c'est pas grave, ça change rien, la sentence est encore pire. Parce qu'en plus, il nous a dit au milieu de la négociation, je m'en souviens très bien, c'est écoutez, la sécurité sociale est en déficit de 17 milliards, ça sera pire l'année prochaine, donc vous l'avez compris, ça sera la revoyure chaque année pour l'imagerie médicale. Donc ça sera de toute façon pour tout le monde pareil. Vous voyez, la sécurité sociale est de plus en plus en déficit, l'ONDAM est de plus en plus bas, et je vous rappelle simplement que le calcul effectivement des futurs actes CCAM est lié à l'ONDAM. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de revalorisation des actes CCAM. Et en plus, je vous le dis, les cotations et la commission d'hierarchisation des actes est en train de revoir tous les actes. Et cette réhiérarchisation, c'est dur à dire, ce sera une boucherie, parce que les actes seront tous estimés à la baisse. La plupart, en tout cas, ceux qui sont le plus souvent faits seront à la baisse par rapport aux cotations actuelles. Merci, Henri. Alors, je reviens sur l'intersyndicale. L'intersyndicale, d'abord, c'est déjà historique, parce qu'on est tous, là, ici, ceux qui vous parlent, des vieux syndicalistes. Alors, les intersyndicales, il y en a assez souvent. Elles sont très éphémères à chaque fois qu'il y a quelque chose, parce que, qu'on le veuille ou non, on peut le déplorer ou on peut au contraire le saluer, mais il y a des idéologies qui sont différentes entre les différents syndicats. Mais voir une intersyndicale qui dure depuis plus de 2 mois et qui se renforce au fil du temps, ça, c'est historique. Et ça montre que ce mouvement va être extrêmement puissant et a toutes les chances de réussir. Ça, c'est la première chose. On a commencé entre syndicats seniors, on a été rejoint par les syndicats de jeunes et plus personne ne manque à l'appel. Plus personne ne manque à l'appel. Alors on pourrait se dire c'est difficile.
parce que justement, on a tous des idéologies différentes, on a tous des attentes différentes. Eh bien, rien n'a été plus facile. Rien n'a été plus facile depuis que l'on fait des réunions intersyndicales. On est tous sur la même ligne et le 5-15 a été validé ce matin. Alors certes, il y a différentes façons de le percevoir, mais ce qui était important, c'est que chaque syndicat de MG France à la CSMF, en passant par la SML, par le SML, la FMF, Avenir SP, le Bloc, l'UFML, et tous les syndicats de jeunes, chaque syndicat affiche du 5 au 15, ce qui est extrêmement important. Les généralistes d'MG France vont probablement mettre un coup de collier du 5 au 10, avec un point d'orgue le 10. Nous, UFML, nous restons 5-15. La CSMF reste 5-15. La FMF reste 5-15. Le SML, sans doute, va faire plus la deuxième partie, mais ils ne sont pas très nombreux, mais c'est bien qu'ils soient là. Et puis, évidemment, le bloc, ben, vous avez son président là, il vous en a parlé, du 9 au 15, en ayant une diminution progressive d'activité dans les blocs, les cliniques, les radiologues, il vous en a parlé, etc., etc. Ce mouvement, il va être très fort. On a fait un communiqué de presse ce matin. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le lis rapidement. Il est court, mais il veut tout dire. On a dit ce matin, à partir du 5 janvier, la médecine libérale ne répond plus. Alors, il y a dans les participants Avenir SP le Bloc, la CSMF, la FMF, MG France, le SML, l'UFML, Jeunes Médecins, Médecins pour Demain, l'ANEMF, l'ISNAR ING, l'ISNI, Réagir. Tout le monde est là. D'accord? À partir du 5 janvier, la médecine libérale ne répond plus. La loi de finances de la Sécurité sociale 2025 acte un choix clair, celui d'étouffer la médecine libérale par des mesures régressives. Je pourrais dire répressives aussi. Le gouvernement et certains parlementaires ont décidé d'ouvrir la voie à une baisse tarifaire des actes de la CCAM, d'imposer des amendes massives aux médecins n'utilisant pas le DMP, de pénaliser financièrement les consoeurs mères de famille en cumul emploi-retraite, de restreindre toujours davantage la liberté de prescription, de fragiliser tous les modes d'exercice, donc ça contient le secteur 3 évidemment, et in fine la santé des Français. Avec la PPL lutte contre les fraudes, ils imposent la MSO mise sous objectif. Avec les PPL Garot et Mouillé, ils suppriment la liberté d'installation. Avec la mission sur la décentralisation, ils préparent une planification étatique de la santé sans les médecins, sans les soignants, sans les usagers. À compter du 5 janvier 2026, la médecine libérale ne répond plus. Tous les syndicats médicaux appellent à un arrêt d'activité entre le 5 et le 15 janvier. Tous les médecins, toutes générations confondues, manifesteront à Paris le samedi 10 janvier. Chers concitoyens, ces décisions vont aggraver davantage votre accès aux soins. Soyez-en conscients et soutenez vos médecins. Voilà le communiqué qui est sorti ce matin, signé par tous les syndicats de médecins. C'est suffisamment rare pour le saluer, très franchement. On est tous sur la même ligne et on a tous compris que c'était certainement le combat le plus important que nous ayons à mener ou que nous ayons pu mener depuis au moins 30 ans. Au moins 30 ans. C'est toute la médecine libérale qui est visée et c'est ça qu'il vous faut comprendre. Didier Leger et Philippe Cuc sont revenus sur les interventions d'hier. Moi, les interventions d'hier, elles m'ont confirmé une chose. Alors, je n'étais pas étonné, je ne suis pas un perdreau de l'année, mais la médecine libérale, ils ne la connaissent pas. Les gens qui parlent de la médecine libérale ne la connaissent pas, mais ça va très loin, parce que cette méconnaissance qui est organisée, elle va jusqu'à l'oubli de nos existences. Et quand vous oubliez l'existence des gens, quand ils n'existent pas pour vous, vous pouvez leur faire ce que vous voulez. Et surtout, vous ne les craignez pas. Vous ne les craignez pas parce qu'ils n'existent pas. C'est vous dire si on part de loin. Ils n'imaginent pas ce qui va se passer. Et ils vont être particulièrement surpris. Pour avoir mené des mouvements durs nationaux, notamment avec Philippe Cuc, on peut vous dire que quand on a monté un mouvement en 2001, on a fait fermer toutes les cliniques de France, quand on rencontrait les politiques de l'époque, c'était Madeleine, c'était ces gens-là, ils nous disaient c'est bien votre mouvement, mais ça ne marchera pas, vous feriez mieux de faire des affiches dans vos salles d'attente. Ils n'y croyaient pas. Et quand nous avons tout fermé, je peux vous dire que le mouvement illimité qu'on avait lancé, il a duré 2 jours.
Ils ont craqué au bout de 2 jours. Et là, ça va être pareil. Euh, Comme ils l'ont dit très justement, la ministre est intervenue. La ministre n'a pas eu un mot sur la médecine libérale. Nous n'existons pas. Nous n'existons pas, y compris chez la ministre de la Santé. Elle a dit l'hôpital, l'hôpital, l'hôpital. Elle a parlé des 3,1 milliards de plus pour l'hôpital public, pour les personnels de l'hôpital public, pour les médecins de l'hôpital public. Et 150 millions pour la ville, pour France Santé, qui est dans le PLFSS, enfin dans le LFSS maintenant. France Santé qui va leur servir à une chose, détruire le paiement à l'acte, qui est un des piliers de nos exercices. Monsieur Monet, effectivement, est intervenu. Monsieur Monet a rappelé qu'il avait écrit le rapport sur le secteur 2 avec son collègue Rousset, et il a rappelé que les actes en secteur 2 explosaient et qu'il fallait y mettre un terme. Et qu'il fallait y mettre un terme. Gardez bien ça à l'esprit. Quant à monsieur Vigier, que l'on connaît bien, il est intervenu pareil en disant qu'il fallait absolument encadrer ces 4,5 milliards de dépenses en plus liées au secteur 2, oubliant de dire que le jour même, les mutuelles avaient annoncé une augmentation de 4,5%, 27% d'augmentation en 5 ans. Mais là, c'est normal pour eux. Ils disent rien. Là, c'est normal. Le Zoom de ce soir, là, il est enregistré, je vous le dis. Hein. Je le dis parce que je m'adresse comme ça directement aux parlementaires en disant ça, parce qu'on va le leur passer. Évidemment, suite à la loi de finances, derrière suivra immédiatement la loi Garot. Là aussi, le PS qui a été mis en tête de gondole des gens qui font 2% aux élections présidentielles sont en train de vouloir vous arracher la peau. Parce qu'il a fallu, pour éviter la censure, qu'on laisse passer toute leur folie sur la médecine libérale. Ils font 2% aux élections, mais c'est eux qui ont eu la main sur la loi de finances de sécurité sociale. C'est eux qui ont la main sur le secteur 2. C'est eux qui ont la main sur la liberté d'installation au travers de la loi Garot. Donc vous pensez bien qu'immédiatement derrière, comme le gouvernement a toujours les fesses fragiles, ben vous aurez la loi Garot. Évidemment qu'elle arrivera. La loi de finances, il en a parlé, ça met à bas tout ce qui fait l'essence même de la médecine libérale. La liberté d'installation, c'est la loi Garot. Mais la liberté de prescription, l'indépendance professionnelle, le paiement à l'acte, tout ça, c'est foutu en l'air par la loi de finances. Donc, il ne reste rien. Le 26 ter et le 26 quater, on vous l'a dit, c'est la mort de la convention. C'est la mort même de l'existence des syndicats. C'est-à-dire que vous êtes des libéraux qui n'ont plus de piliers, donc qui n'ont plus d'existence réelle, et en plus, on vous enferme dans un truc qui a perdu tout sens, mais dont vous ne pouvez pas sortir, parce que si vous sortez, vous vous faites tuer, parce qu'il y a le 26 bis. Et le 26 bis, c'est la fin du remboursement des prescriptions des gens qui sont en secteur 3. Donc, ça veut dire qu'on a vidé la convention de son sens, on vous a mis à l'intérieur pour y être bien prisonnier et qu'on puisse vous baisser les tarifs quand vous le voulez. Et si vous avez des velléités de sortir pour reprendre votre liberté, on vous flingue. C'est ça la loi de finances de sécurité sociale. C'est ça qui doit faire que vous devez vous motiver plus que jamais pour bouger. Et c'est ça qu'il faut que les parlementaires qui m'entendent, s'il y en a qui voient cette vidéo quand elle passera, c'est ça qui fait qu'on ne reculera pas. Et ça, il faut qu'ils le comprennent, qu'on ne reculera pas. Et que si, par cas, il leur prenait de prendre le risque de ne pas écouter, mais derrière, on reprendra notre bâton de pèlerin du déconventionnement collectif au travers les dimanches du déconventionnement. Deuxième lame, j'en ai toujours parlé, parce qu'on n'aura plus rien, alors là, pour le coup, plus rien à perdre. Et qu'ils ont commis une énorme faute, c'est de mettre en 2027 le déremboursement des actes. Donc ça nous laisse un an pour les flinguer au travers du S3, s'ils nous flinguent au travers de la Convention, comme ils veulent le faire. Les politiques sanitaires successives, elles ont amené là, le loi de financement de sécurité sociale, c'est le point d'orgue de ça. Moi, je suis un vieux syndiqué et un vieux président. J'ai vu éclore tout, quoi. Philippe peut en parler aussi. Mais les 30 dernières années,
de politique sanitaire, on les a vécus. Donc les déserts, on les a vus se multiplier. On a vu les erreurs qu'ils ont fait. On a vu le désaménagement du territoire. On a vu comment ils ont traité la ruralité avec des lignes de train qu'ils ont fermées parce qu'elles étaient soi-disant pas rentables, etc., etc. On a vu les banlieues éclore avec la violence, etc. Et les médecins ne pouvant plus s'y installer. On a vu les centres-villes qui sont devenus onéreux et les médecins ne pouvant plus, ne pouvant plus exercer, etc., avec les tarifs de merde qu'ils leur donnaient, quoi. Et aujourd'hui, les mêmes voudraient vous obliger à vous installer à Perpète-les-Oies ou dans des centres-villes difficiles, dans des banlieues difficiles ou dans des centres-villes onéreux, etc. Mais surtout pas vous payer. Et puis surtout, il ne faut pas que vous prescriviez trop. Si vous prescrivez un tantinet, trop d'arrêt de travail dans leurs algorithmes à la con, qui sont incapables d'expliquer, à ce moment-là, on vous met obligatoirement sous MSO. Loi sur la fraude. Projet de loi sur la fraude. Vous savez où on se trouve dans le projet de loi sur la fraude? Les médecins. On est entre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, quoi. Blanchiment d'argent, hop, MSO, hop, trafic de drogue. Voilà où ils nous mettent, au milieu du grand banditisme. Si ce n'est pas une insulte, ça. Vous pouvez regarder le texte, hein. C'est exactement ça, hein. Ils nous mettent au milieu du grand banditisme. Voilà comment ils considèrent les médecins, ces gens, et voilà comment ils considèrent les patients, parce qu'ils imaginent qu'évidemment, les patients demandent tous des arrêts de complaisance et trafiquent les arrêts de travail. Il y a un travail à faire sur les arrêts de travail, c'est incontestable. Mais de là à traîner dans la boue les médecins, à en faire des bandits, ça, c'est inadmissible. Et puis, après, et c'est pour ça qu'on va gagner, je vous le dis, c'est pour ça qu'on va gagner. Après, il y a tout ce qui est éthique et déontologie de notre métier. On ne peut pas accepter, quel que soit notre exercice, notre mode d'exercice, quel que soit notre secteur d'activité, on ne peut pas accepter une politique de quotas. La médecine, ce n'est pas des quotas. On ne peut pas accepter qu'on définisse le fait qu'on doive refuser des patients parce qu'ils sont tombés du mauvais côté du quota. Impossible. Impossible. C'est la négation même de notre métier. Ce mouvement que l'on mène, il ne parle pas d'argent dans la réalité. Il ne parle pas d'argent, si vous regardez. Il parle de liberté de prescription, il parle de liberté d'exercice, il parle d'indépendance professionnelle, il parle de ce qui fait l'essence même de nos métiers. Et c'est pour ça qu'on va gagner. Parce qu'on pourrait être présenté comme les nantis habituels, etc. Mais là où on va les baiser, c'est que c'est pas de ça dont on parle. C'est pas de ça dont on parle. On parle de la construction de nos avenirs, on parle de la possibilité de développer la médecine libérale, qui est certainement la seule qui peut véritablement sauver l'hôpital public. On parle de la possibilité d'individualiser la médecine pour nos patients, on parle de la possibilité de faire installer les jeunes et donc de mettre un terme aux difficultés d'accès aux soins. C'est de ça dont on parle, alors qu'eux, pour un intérêt court-termiste, ils sont en train de foutre en l'air toute la médecine libérale, quel que soit son secteur d'activité, secteur 1, secteur 2, secteur 3. Il faut des profits immédiats, plus de secteur 2. Il faut favoriser les mutuelles, plus de secteur 2. Il faut ramener tout le monde au sein du secteur 1 pour les enfermer. On flingue le secteur 3. Et dans le secteur 1, on limite toutes les dépenses avec l'article 26 ter et 26 quater. Donc tout ça, on va le foutre en l'air. Et je ne doute pas que l'on gagne. Je ne doute pas que l'on gagne. Ça va être dur, mais je vous le dis, de ma vie de syndiqué, je pense que Philippe dira pareil et Didier dira pareil, on a vraiment rarement vécu ce que l'on vit depuis quelques semaines. On a rarement vécu la pression qui est en train de monter et surtout, on a rarement vécu le retour que l'on a de votre part. C'est-à-dire qu'habituellement, on a une espèce de, comment dire, de sentiment un petit peu d'oreiller que l'on frappe. Vous savez, vous frappez, c'est fort, mais ça reste mou. Le retour, on ne l'a pas trop. Là, maintenant, on l'a. Les gens nous demandent régulièrement, les gens s'inscrivent, les gens montrent une volonté de bouger. Bref, les gens en ont marre, quoi. Les médecins en ont marre. Les médecins en ont marre de voir saboter leur médecine. Les médecins en ont marre de voir saboter leur activité. Les médecins en ont marre qu'on mette en danger leurs patients et qu'on les rende responsables de cette mise en danger des patients. Alors, ce terrain qu'on a perdu depuis des années, et on est fautifs de ça, hein, tous, hein, vous et nous.
vous individuellement, et nous en tant que représentants de vous individuellement. On a perdu beaucoup de terrain, beaucoup de terrain. On s'est laissé oublier. Eh bien, on va rattraper ce terrain. On va le rattraper là, dans le mois qui vient, et puis les quelques jours d'arrêt d'activité, du 5 au 15, avec cet immense départ là, des chirurgiens à Bruxelles, et avec cette immense fermeture d'exercice, et cette immense manifestation qui aura lieu le 10, en 10 jours, on va rattraper 30 ans de retard. Et je peux vous dire que ceux qui nous ont oubliés depuis des années, ils ne vont plus nous oublier. Voilà moi ce que j'avais à vous dire ce soir. Les questions, s'il y en a, on peut y répondre. Les panélistes y répondent. Si les panélistes ont des questions à mettre en avant, qu'ils le disent, on y répondra à tous les trois. Si je puis me permettre, Jérôme, en fait, vous êtes à peu près 18 000 hein, dans le système qu'on a mis en place, ce qui est un bon chiffre en 40 jours. On a quand même ramené du monde, mais on a encore besoin de plus de monde. Donc, si chacun d'entre vous si vous pouvez contacter au moins 5 de vos confrères ou de vos consoeurs, on va grossir le flot de cette mobilisation et c'est extrêmement important dans le processus vis-à-vis des politiques. Ouais. Si vous voulez, évidemment, on a les autres syndicats qui font le job, hein. MG France fait le job, la CSMF fait le job, le SML, la FMF, Avenir SP, ils font tous le job. Le blog, j'en parle pas évidemment il est avec nous. Mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir la vision autant le temps. C'est pour ça que l'application avec cette vision transversale et cette possibilité que vous avez de vous coordonner, c'est ultra important. Et c'est pour ça qu'il faut que vous alliez chercher les mecs, là, les consoeurs et les confrères, excusez-moi, c'est mon vieux passé de président du club de rugby qui ressort, que vous alliez me chercher tout le monde et qu'on les ramène vers cette possibilité de transversalité. Qu'on ait vraiment cette vision et ce bloc. Il faut qu'on fasse bloc. Vraiment, hein. Il faut qu'on fasse bloc. Il faut que le politique sente que face à lui, il a un bloc. Vous savez, cette espèce de truc qui nous a tués depuis des années, qui est le fait de dire, ah, mais les médecins, ils ont le nez dans le guidon. Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire, ah, mais les médecins, de toute façon, ils n'ont pas le temps de faire grève. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de leur profession. Ils ont le nez dans le guidon. Sous-entendu, on peut leur faire ce qu'on veut. Mais on va le relever, le nez. Et pour le relever, il faut qu'on le relève collectivement. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller chercher tout le monde. Il faut aller chercher tout le monde. Là, il reste 3 semaines, 4 semaines, on est 3 semaines, ouais. Il faut aller chercher, c'est la période des fêtes qui commence, il va y avoir un petit relâchement entre la Noël et le jour de l'an, et c'est bien. Prenez des forces, on vous le souhaite. Mais là, dans les jours qui viennent, allez chercher vraiment les mecs. La prochaine visioconf, elle tombe quand? On est le 17, le Le 20, 24. le 24, on ne pourra pas la faire, Et hein. non. Non, donc il n'y en aura pas. Il faudra peut-être qu'on en fasse une entre la Noël et le jour de l'an. On regardera. Alors, soit on l'a fait le 23, non, ça va être compliqué, hein. Ouais, on va le voir. On va le décider, on vous le dira, de toute façon. On vous le dirait, mais il y en aura autre et il y en aura une la semaine avant le 5. Ça, c'est sûr. Qui Ben sera ouais. ultra importante. J'espère qu'on sera au moins 10 000 là, à celle-là, juste avant le début de la grève. Alors, le 5, c'est un lundi. Ouais, et bien il faudra faire Et vendredi. en fait, là, le problème, c'est que le premier, ouais, ça va être compliqué, hein. Ou Bon, alors, on le fait le dimanche 4. Mais c'est compliqué au niveau de l'agenda, là, hein. ouais, on peut faire le double 2. Le vendredi 2, le lendemain Ouais, du premier, bah ouais. tu le sens, ça? Bah, écoute, tu le sens. La situation est exceptionnelle, le moment est exceptionnel. Il n'y a pas trop le choix, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Je pense que le moment est exceptionnel et que on peut, n'importe quel moment, Ouais, n'importe quelle date, c'est absolument nécessaire de Ok. reprendre. on va l'organiser. Donc, Euh, on peut programmer ou le 2, ou le 3, ou le 4. Ça marche. Les panélistes, vous avez des questions qui sont revenues régulièrement auxquelles on pourrait répondre à l'oral? Oui, Oui, oui. Vas-y, Vas-y, vas-y. Arnaud. oui, Jérôme, on pose la question de est-ce qu'on doit se déclarer gréviste quand on est libéral? Quelles sont les démarches exactes? Ils sont un petit peu perdus par rapport à ça. Et on Alors, pose la question est-ce qu'il va y avoir des grèves en province le 10 ou c'est uniquement Paris?
Voilà. De manif, tu veux dire? Oui, pardon. Oui, manif, Non, excuse-moi. la manif, elle est nationale. Elle est nationale, elle est à Paris. Elle est à Paris. Donc ça, il va falloir ben, se déplacer, hein. On n'a pas prévu, on est pris par le temps, on n'a pas prévu de mettre à disposition des bus ou des choses comme ça. Donc il va falloir que vous veniez, quoi. Il faut monter, il faut faire l'effort de venir à la capitale. Et moi, j'y vais chaque semaine. Il faut monter, les gars, hein. Si vous êtes du sud, il faut monter. Si vous êtes du nord, il faut descendre. Mais c'est plus facile pour vous. Mais il faut y aller. Et ensuite, on a écrit tout un vademecum sur la réquisition que vous trouvez, soit si vous avez l'application, et c'est pour ça que je vous dis téléchargez-la, vous l'avez sur l'appli, et sinon vous l'avez sur le site de l'UFML, tout un vademecum et l'explication sur la réquisition, son côté Juridique. juridique et comment y échapper. Donc c'est important, vous le regarderez. Se déclarer gréviste, non, vous êtes libéral. C'est pas la peine de vous déclarer gréviste. Il y a que si vous êtes normalement, alors ça, Philippe peut-être le sait mieux, mais dans un établissement de soins, il y a peut-être des choses différentes. Non, il faut se déclarer au directeur d'établissement. C'est ça, voilà. Il n'y a pas de préavis comme à l'hôpital public. Et donc, c'est le directeur d'établissement qui doit déclarer ensuite à l'ARS, en particulier pour les lignes d'astreinte PDSES ou de Voilà. garde. Puisque tu en parles, PDSA, PDSES, permanence des soins ambulatoires pour les médecins qui ne sont pas en clinique, permanence des soins en établissement pour ceux qui sont en établissement. Je vous mets à l'aise. Il n'y en a pas, hein. On est en grève, hein. On est en grève de PDSA et de PDSES, du 5 au 15. Donc, si on vous dit, ah, mais vous ne pouvez pas y aller parce que vous êtes de garde PDSA, PDSES, alors là, par contre, vous faites un mot au Conseil de l'ordre, à l'ARS et Conseil de l'ordre ARS, et il y a pas trois personnes, et au SAMU, dont vous dépendez, pour signaler que vous êtes en grève. Faites-le le plus tard possible. Je vous le dis. Faites-le le plus tard possible. Ça, on ne le passera Parce pas que, sur les ondes. sinon, ils vous réquisitionnent, c'est ça? Ben, sinon, il y a un risque de réquisition, évidemment. Mais là, par contre, il faut le déclarer. Si vous êtes de garde et que vous êtes, voilà, vous dites, je suis en grève. Arnaud, tu as demandé la Oui. parole. Il y a une question qui revient tout le temps parce que les gens ne comprennent pas l'histoire du cumul emploi-retraite et des femmes Ah, en c'est fin de carrière. CSMF, ça. Il faudrait que De Wilder soit là, quoi, pour En gros, si l'expliquer. tu peux résumer. Je ne l'ai pas, moi, là, le truc, quoi. Ça, c'est lui qui l'a rajouté à chaque fois. Philippe, si tu l'as regardé, toi, ça? C'est un Ça, problème de trimestre, j'ai cru comprendre, qui ouais, est il à y a un problème de trimestre, ouais. récupérer et qui serait Oui, c'est un perdu. problème de trimestre, oui. Et J'ai enfin, compris. il y a beaucoup de monde qui indique également que bah, on n'explicite pas le terme secteur 3 et non conventionné, notamment dans le communiqué de l'intersyndicale. Alors, c'est le Et problème de l'intersyndicale. Dans une intersyndicale, chacun est obligé de faire un pas l'un vers l'autre. Le secteur 3, MG France ne voulait pas signer un communiqué où on parle du secteur 3. Donc, on a, et c'est votre serviteur qui a trouvé cette parade un petit peu, on a mis une phrase avec tout secteur d'exercice. Et tout secteur d'exercice, ça englobe le secteur 3 et ça fait que tout le monde a signé, du coup, quoi. Ça, c'est le problème des intersyndicales. Vous ne pouvez pas être. Il y a des différences. Et moi, je trouve que c'est heureux que tous les syndicats, ça passe parce qu'on nous dit toujours, ouais, mais s'il y avait qu'un seul syndicat, ouais, mais s'il y avait qu'un seul syndicat, il y aurait aussi qu'une seule pensée, quoi. Et c'est important qu'on ait des différences. C'est comme ça aussi qu'on avance. Donc, on a trouvé, cette position qui est de dire tout secteur d'exercice. Il y a qu'MG, tous les autres syndicats n'étaient absolument pas gênés par le S3, par la défense du S3. Et ce n'est ça pas a une pas- critique vis-à-vis d'MG, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est leur politique, c'est comme ça. Ils défendent leur truc, bon, voilà, c'est leur idéologie. une idéologie qui du coup est anti-S3 et donc anti-convention du coup, puisque tout le monde se retrouve coincé, va se faire taper dans le secteur conventionnel. Il faudra quand même que C'est ça, mais on leur ça a prenne un expliqué. peu de... On l'a dit, on l'a dit. T'inquiète pas, C'est tu très peux bien. compter sur moi. Enfin, Ah, je le sais, ça, tu m'as déjà dit. j'en ai parlé. Voilà, autre question? Mais on reviendra vers vous pour vous expliquer On l'histoire demande à quelle de heure. la truc. Un point important, juste j'y insiste parce que ça y est dans le communiqué, qui est la dernière ligne du communiqué aussi, dont on n'a pas assez, qu'on n'a pas assez mis en avant. Quand on dit avec la mission sur la décentralisation, il prépare une planification étatique de la santé sans les médecins, sans les soignants, sans les usagers. Il faut savoir que dans notre dos, tranquillement, ils sont en train de remodeler complètement l'organisation de la santé. Ils veulent rattacher les ARS aux préfectures.
Donc, ils sont en train de revenir au département, mais dans une verticalité beaucoup plus importante que cela existait. Quand les ARS, elles ont été fondées, ça partait d'une belle idée qui était la régionalisation. Et c'est comme ça qu'on a créé les URML, les URPS, qui étaient les pendants des ARS. Et ça servait en quelque sorte à ce que les gens se parlent et que voilà, qu'on régionalise le soin. Malheureusement, ça a été vite dévoyé puisque les ARS sont allés chercher leurs ordres à Paris et donc on est revenu à une verticalité. Mais là, c'est pire parce que là, ils sont en train de centraliser sous le terme décentralisation, ils centralisent encore plus et puis surtout, ils enlèvent, ils remplacent les ARS par les préfectures. Il faut bien le comprendre et ils le font sans qu'on soit présent aux discussions, ni nous, ni les patients. Donc, on voit bien que là, on est sur une modification complète de notre système de santé et on n'a pas la main dessus, quoi. Pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le communiqué parce qu'il faut impérativement qu'on revienne à des discussions là-dessus. Et ces gens-là ne peuvent pas organiser le soin sans que les gens qui sont le soin ne soient là, quoi. On demande à quelle heure la manif à Paris. Rendez-vous comme d'habitude, rendez-vous à partir de 12 heures, départ de la manif 13h30, 14 heures. Parcours de la manif, je l'avais sur une feuille, c'est plus ici, mais bon, on part du Panthéon, on prend le boulevard Saint-Michel, le boulevard Montparnasse pour arriver derrière les Invalides, comme la dernière fois. Pas tout à fait le même parcours, mais la même arrivée. Il y aura 3 camions sonos importants, hein, des 35 tonnes, 40 tonnes sonorisés, une scène à l'arrivée. Et puis, évidemment, on sera tous visibles avec les ballons qui vont bien à l'hélium, les goodies, les machins. Enfin, on vous fera on vous fera des cadeaux à tous. On sait faire ça. Autre question? Messieurs, rien d'autre? On est bon quand même, 20h59. On est trop fort, quoi. On était presque à 3000 inscrits. Ouais, c'est bon ça. Et on participait, on le saura, mais on Mais était. demain, parce qu'en fait, ça bouge. Ouais, on a été jusqu'à 1700, mais comme ça s'échange, il y a dû y avoir 2000 personnes qui sont passées ce soir. Écoutez, encore une fois, merci à toutes et tous. Il n'y aura pas donc avant la Noël de nouvelles visio nationales. Donc bonne fête à tous. Profitez des vôtres, profitez de vos familles, de vos proches, profitez de ces moments de calme. Faites une réserve d'énergie parce que vous allez en avoir besoin. C'est non seulement la médecine que vous allez défendre, mais c'est l'avenir de la médecine. C'est les jeunes que vous allez défendre. À chaque visio, je le dis, c'est pour eux qu'on se bat. C'est pour les plus jeunes, c'est pour ceux qui vont nous soigner demain, c'est pour ceux qui ont fait le choix de la médecine, c'est pour ceux qui sont en fac actuellement, c'est pour ceux qui sont sortis de la fac et pas encore installés. C'est pour cela que l'on se bat et c'est pour cela que nous tous, nous allons monter à Paris pour cette manif historique. C'est pour ça que c'est pour eux qu'on va fermer nos cabinets, pour qu'ils aient la liberté de choix de leur exercice, secteur 1, secteur 2, secteur 3, pour sauver la médecine libérale dans tous ses piliers. Je vous l'ai redit, liberté d'installation, liberté de prescription, indépendance professionnelle, paiement à l'acte, qu'ils aient tout cela. Parce que la liberté, c'est le choix. Et quand vous n'avez plus le choix, ben vous êtes complètement encadré. Et ce PLFSS, on l'a vu, n'est que une loi de finances, d'encadrement, de pénalisation et de suradministration. Donc, on va sortir de ça tous ensemble. Et on va surtout, surtout, je le redis, ces gens qui nous ont oubliés, ces gens qui ont oublié jusqu'à notre existence, en quelques jours, on va leur foutre dans le crâne une telle pression que plus jamais ils n'oublieront la médecine libérale. Voilà. Salut à tous. Profitez à tous de vos proches, passez de bonnes fêtes. Et puis, on se retrouve sur les réseaux parce qu'évidemment, on reste en veille. Et un immense salut, un immense merci à tous nos consoeurs et confrères syndiqués de n'importe quel syndicat qui soit. Un immense salut et un immense merci à leur courage, à leur énergie, parce qu'il faut que vous le disiez quand même, on donne tous, au-delà de nos heures de travail, on est tous en activité. Je ne vais pas faire en disant on le fait pour vous, on le fait parce que c'est notre fonction, on est élu pour ça, mais sachez qu'on se donne sans compter, parfois au-delà du raisonnable, et gardez à l'esprit que même des fois, on se met un petit peu en danger, un tantinet, parce que les coups vont partir. On est en train de secouer le politique. Le politique n'aime pas ça. Mais comme on est fort et puissant, on résistera à leurs attaques.
Voilà. Merci à tous. Eh bien, bonne soirée à tous.